Dans le cadre de la campagne électorale au Québec, TVCL a invité les candidats des 5 principaux partis présents dans la circonscription de Labelle de passer en entrevue. 4 d'entre eux ont accepté. J'ai avec moi aujourd'hui le candidat du Parti québécois, M. Daniel Corbeil, aux élections du 3 octobre. M. Bonsoir. Corbeil, oui, bienvenue. Bonsoir, M. Drolet. Donc, commençons par parler un peu de vous. Pourquoi vous voulez être député de Labelle? Être député de Labelle, pour moi, je vais vous dire, je ne suis pas un politicien dans l'art, mais par contre, pour moi, j'ai été au niveau de ma vie entière dans des fonctions au service de la population, puis notamment des gens les plus vulnérables. Et je regarde l'état de santé de la population, les services publics se détériorer, et c'est ça qui m'a donné le goût, notamment de m'investir et de me présenter au niveau du Parti québécois pour devenir député du comté Labelle. Qu'est-ce qui ferait de vous un bon député? Ce qui ferait de moi un bon député, c'est parce que pour moi, je suis quelqu'un à l'écoute des gens, je suis quelqu'un de proche des gens, puis je vais vous dire, je suis quelqu'un qui connaît mon monde. Ce que je veux dire pour ça, si vous me parlez, je vais vous revoir. Si vous me parlez des choses, je vais les avoir retenues. Si vous m'avez posé des questions, vous allez aussi avoir des réponses. Donc, pour moi, un bon député, c'est quelqu'un qui est présent, qui est à l'écoute de sa population, puis qui fait des actions, qui pose des actions précises pour mettre d'avant les différents besoins, les différents dossiers qui vont dans l'intérêt de la population, dans l'intérêt du comté Labelle. Donc, pour moi, être un bon député, mes qualités premières, c'est mes connaissances aussi. Je suis quand même quelqu'un qui a occupé différentes fonctions dans ma vie, qui me permet aussi d'avoir la prétention d'être en mesure d'accéder à une fonction de député. En fait, vous avez été pendant plus de 40 ans, je pense, dans le domaine de la santé et des services sociaux. Qu'est-ce que vous avez fait au juste et quelle expérience que ça vous a donné? M. Drolet, je vais me permettre de vous parler un petit peu d'où je viens à ce niveau-là. Moi, là, je vais vous dire, j'ai eu la chance d'être embauché comme préposé aux bénéficiaires à l'hôpital de l'Annonciation, qui est maintenant le centre de service de Rivière-Rouge. À l'époque, je vivais des difficultés, j'avais même abandonné avant même de finir mon secondaire 5. Cette possibilité-là a fait de moi de dire « Wow, c'est ça que je veux faire dans la vie. Je vais me consacrer à pouvoir prendre soin des gens, je vais me consacrer autour des besoins, de répondre aux besoins des clientèles les plus vulnérables. » Donc, à partir de là, j'ai complété mon secondaire 5 tout en travaillant plein temps. J'ai fait un cours d'infirmier auxiliaire, j'ai fait un DEC en sciences infirmières, une maîtrise en administration de la santé, un bac en sciences infirmières et une maîtrise en administration de la santé. Donc, j'ai œuvré au chevet des personnes, des patients, puis j'ai aussi œuvré dans différentes fonctions de gestion, de cadre intermédiaire à cadre supérieur, puis j'ai été aussi directeur général d'un C3S à Montréal, le C3S sur Saint-Isaïe. J'ai été président-directeur général adjoint du CIS des Laurentides. J'ai été aussi directeur général adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux, de la Direction de santé mentale et de psychiatrie légale. Donc, vous voyez mon cheminement, un tournant dans ma vie d'être embauché comme préposé aux bénéficiaires dans un établissement de santé qui m'a permis de découvrir ce que je souhaitais faire dans la vie. Et c'est un très beau parcours, un parcours dans ce système-là. Quand vous n'êtes pas au travail, vous êtes comment? Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Hey, ça, c'est une belle question à vous poser. Moi, je suis quelqu'un, je me permets de vous dire. Moi, j'ai des grands-enfants, OK? De 38, 32 ans aujourd'hui, mon fils, 29 ans, ma fille, et j'ai une fille de 3 ans qui va avoir 3 ans le 5 octobre. Hein? Donc, je vais lui faire un beau cadeau le 3 octobre. Donc, parce que je souhaite travailler aussi pour l'avenir des gens. Donc, comment je suis? Ben, moi, je suis quelqu'un qui vit sur le bord de l'eau. Je suis quelqu'un qui aime la pêche. Je suis quelqu'un qui aime aller dans la nature. Je suis quelqu'un qui va être très sociable. J'aime accueillir. J'aime cuisiner. C'est quelque chose que, d'ailleurs, dans la campagne, que je fais pas, puis je m'ennuie. J'aime recevoir. Donc, c'est un petit peu comme ça. Je suis dans la vie tous les jours. Quelqu'un qui profite de cette vie, mais qui a aussi un souci des autres. Donc, ma conjointe, des fois, elle entend mes indignations parfois quand je vois des choses qui touchent les clientèles les plus vulnérables, qui touchent peut-être le système de santé, puis elle écoute ça, puis c'est un petit peu ça aussi qui m'a motivé. On peut être gérant d'estrade, mais on peut aussi décider de dire qu'on peut faire une différence. Parfait. Parlons maintenant du parti, le Parti québécois. Ouais.
Pourquoi vous avez choisi de vous associer à ce parti-là? Regardez, je suis un souverainiste depuis toujours. Vous savez, en 1976, ma plus grande amertume, c'est que je n'ai pas pu voter parce qu'en janvier, ma fête était au mois de janvier et l'élection 76 était en novembre. Donc, moi, là, j'ai déjà eu ma première amertume parce que j'aurais voulu déjà signifier comment je crois au pays. Donc, pour moi, cette perspective-là a toujours été d'emblée présente en moi. Donc, c'est naturel que je me présente pour le Parti québécois à ce niveau-là. Je regarde aussi, par contre, les valeurs social-démocrates du parti. C'est des valeurs pour moi qui sont aussi, qui me rejoignent fondamentalement de ce que je crois. Quand j'ai accepté de m'en aller directeur général au C3S, au Tisdale, j'ai appliqué dans la nuit, de la dernière nuit avant, parce que je voulais prendre une décision pour me dire pourquoi je vais là. Savez-vous ce qui m'a fait décider? C'est parce que Hochelaga-Maisonneuve était dans le quartier qu'on desservait. Puis c'était des clientèles qui avaient des grands besoins. Donc pour moi, voilà un petit peu le sens profond de ce que je crois, de ce que je vis. Puis pourquoi le Parti québécois? C'est aussi la protection de la langue française. On l'a vu arriver, la langue, on voit à quel point il y a un déclin. Donc de contribuer à ce niveau-là, moi je trouve important. De contribuer aussi par mes connaissances à travers. Donc, pour moi, c'est les valeurs du parti qui me rejoignent. On ne pourra pas me traiter d'opportuniste, on ne pourra pas me traiter avec le contexte, mais on peut surtout dire, moi, je suis quelqu'un qui croit fondamentalement aux valeurs du Parti québécois. Notre chef actuellement fait une très belle campagne, une campagne axée sur les besoins, axée sur son plan. On n'est pas dans la surenchère, on est vraiment à vouloir mettre sur la table les meilleures perspectives qu'on croit pour la nation québécoise. Le PQ semble avoir eu de la misère depuis quelques années à rejoindre, à faire le plein de vote. Pourquoi vous pensez? Bien, je veux dire, faire le plein de vote, moi je pense qu'on ne se cachera pas. Il y a eu beaucoup de suites d'événements au sein du Parti québécois qui a créé différentes tensions. Puis c'est un parti qui est démocrate, donc on est ouvert au débat à l'intérieur. Ça crée son lot de difficultés. Le plein de vote, pour moi, on a différentes perspectives qu'on pourrait l'analyser. Moi, je pense que le plein de vote est déjà présent, le plein de vote dans le cœur des Québécois par rapport à la nation québécoise. La perspective du PQ, c'est comment on rallie actuellement cette intensité, parce qu'on a quand même des millions de Québécois qui croient encore à cette perspective de la nation québécoise. Comment réussir à catalyser et ramener ces individus-là au sein du Parti québécois? Mais c'est en menant une campagne qu'on leur parle d'eux, qu'on leur parle des services qu'on veut ramener à proximité d'eux, qu'on parle des soins à domicile, parce que c'est ça, nous, ce qu'on croit. On croit des soins à domicile. La vraie maison des aînés, c'est chez eux. Puis ça, des soins à domicile, ça permet aux gens de vivre le plus longtemps possible chez eux. Puis moi, quand je rencontre des personnes, c'est ça qui me parle. C'est ça que les aînés me disent. Puis pas juste des soins, des services qui permettent aussi de les aider à maintenir dans leur milieu de vie. Donc, pour moi, cette perspective-là du plein de vote, on va le voir le 3 octobre, que ce plein de vote-là peut revenir. J'en suis convaincu. Bon. Parlons maintenant des enjeux. Oui. Il y en a plusieurs, mais quel est, selon vous, je vais vous demander le principal enjeu, soit au niveau national, puis ensuite au niveau local. OK. Bien, on ne se cachera pas qu'au niveau du Québec, comme au niveau local, je vais les joindre. La santé est un enjeu majeur. La population le dit d'ailleurs. Quand on regarde, là, la santé constitue un enjeu majeur. Mais la santé, c'est aussi comment on adresse les besoins, comment on fait les choses. Donc, pour nous, si on regarde au niveau du national, à travers... C'est sûr, notre enjeu national, la souveraineté, c'est le premier point qu'on a mis en avant. La protection de la langue française, de la culture, c'est des points. Mais qu'on regarde aussi pour des enjeux aussi palpables pour la population, c'est la santé. Si on revient aux enjeux au niveau de plus du côté label, bien, regardez, l'État se détériore notre système de santé, les services de proximité, les gouvernes de proximité ne sont pas là. Ce que ça fait, bien, ça fait que les décisions sont plus centralisées. Les gens les prennent au meilleur de leur connaissance, mais ils n'ont pas la lecture fine que nous emmènerait une gouverne de proximité. À ce niveau-là, comme gouverne de proximité, dans le programme du Parti québécois, on parle de retirer les CRSC, d'en faire un mouvement avec un conseil d'administration d'usagers,
de patients et de citoyens et de travailleurs, des gens de la communauté qui connaissent leurs besoins. Donc ça, déjà, cette proximité-là, c'en est un enjeu majeur. Puis il y a les infrastructures, bien entendu. Mais en fait, moi, ce qui me fascine, c'est qu'on parle de ces questions-là de santé depuis belle lurette. Par exemple, les médecins de famille, etc. Pourquoi il n'y a aucun gouvernement qui semble réussir? Parce qu'on a eu, depuis une dizaine d'années, on a eu un gouvernement du PQ, suivi d'un gouvernement libéral, suivi d'un gouvernement de la CAQ. Pourquoi qu'il n'y en a aucun qui semble réussir à régler ça? Bien, pour moi, quand on dit qu'il n'y a aucun qui réussit, c'est vrai. La dimension de la santé, c'est une dimension complexe, puis qui peut être prise sous différents angles. Il y a différents partis qui ont pris différentes avenues. Parler de médecin de famille, c'est parler à plusieurs personnes, puis de faire générer des frustrations. Mais parler d'organisation de santé de proximité qui permettrait d'avoir l'accès à des professionnels, bien ça, c'est un discours qui est plus important pour moi actuellement, de retrouver le sens commun. Donc, pourquoi qu'on n'a pas réussi jusqu'à maintenant? On a un vieillissement de la population qui est majeur au Québec. On a des infrastructures qui sont, pour plusieurs, obsolètes, de grands rattrapages à faire. Puis on a eu des positions qui ont été trop médicalisées, médico-centristes. Et ça, là, je veux vous dire, ça prive une lecture en promotion de la santé et en prévention. Cette perspective hospitalo-centrique, cette vision-là, qu'on doit avoir un médecin de famille, mais moi, je pense qu'on se doit aussi de faire de la population du Québec des gens actifs, des gens qui puissent contribuer à leur propre santé au niveau de la promotion, au niveau de la prévention, c'est payant. Donc, pour moi, pourquoi on n'y a pas fait face? C'est l'angle de prise. On a eu, moi, tant qu'on tient le discours autour des médecins de famille de cette manière-là, on prive notre collectivité d'avoir un regard actif, un regard sur cette perspective première sur l'influence de la population sur la gamme de services à offrir, sur le panier de services qu'elle se doit d'avoir. Comment on coordonne ces choses-là? Parfait. Il y a d'autres questions aussi qui surgissent. Par exemple, pourquoi les routes dans la région sont en si mauvais état? Oui, effectivement. Pourquoi? Je veux dire, encore là, on a eu des gouvernements de 3 partis différents depuis 10 ans. Je vais vous dire, ça pour moi, là, différents contextes. Différents contextes. On a eu des maires qui ne se sont pas entendus. Ça faisait l'affaire des gouvernements. Il n'y avait pas à mettre l'argent durant ce temps-là. On a eu des positionnements différents autour des investissements. On a eu l'austérité qui a fait qu'on n'a pas fait les investissements. Donc, la détérioration là, de nos routes, si on prend la route 117, si on prend cette détérioration-là, qui est quand même une route passante, qui est quand même la transcanadienne, donc, vous voyez quel état que ça donne. Mais cette suite des événements, des investissements, des priorités, fait en sorte qu'on se retrouve aujourd'hui à faire du rattrapage, puis du rattrapage important. D'ailleurs, à ce niveau-là, le Parti québécois, dans sa perspective, souhaite investir 1,1 million pendant 10 ans supplémentaires au PQI régional pour justement faire ces rattrapages-là, notamment dans ces infrastructures. Le pourquoi, je ne peux pas agir dessus antérieurement, mais il faut agir actuellement. Je vais vous dire, il y a un projet d'élargissement qui va débuter entre Labelle et Rivière-Rouge. PQI est là. Ils l'ont divisé en 3 lots. Le premier lot, 2022-2023, c'est 1 km jusqu'à la fourche de la Minerve. Puis ils vont faire un carrefour gératoire. Le reste, pour compléter le 15 autres kilomètres, ne se fera pas avant 2027-28 si ça se fait au niveau des différentes choses. Donc, puis l'autre bout, de la sécurité routière, il faut qu'elle soit... Il y a des améliorations majeures. Donc, à ce niveau-là, dans une perspective d'avenir, c'est de l'investissement supplémentaire. On ne peut pas le faire avec les budgets qui sont prévus juste pour l'entretien des routes. Je vais vous poser une dernière question, mais je vais vous demander de choisir un autre enjeu sur lequel vous aimeriez agir en tant que député. OK. Ben, je vais vous le dire. CPE, 100% CPE. Okay. Centre de petit enfant, je suis touché par ça. Je vous l'ai dit. Puis pour moi, 100% CPE, ça touche plusieurs enjeux. Ça touche aussi la capacité aux gens de revenir au travail. C'est pas drôle qu'il y ait des gens qui ne peuvent pas retourner au travail parce qu'ils n'ont pas de garderie, qui n'ont pas cette perspective-là. Puis pourquoi CPE 100%? Parce que les maternelles 4 ans, c'est important.
Mais excepté, il ne faut pas oublier, durant l'été, l'école est fermée. Ça fait encore en sorte que des parents ont à chercher. Donc, pour moi, c'est un enjeu majeur. CPE 100%, logement, je vais en glisser aussi, logement, logements sociaux, toutes des mesures qui sont essentielles pour que notre population puisse agir sur ces déterminants dans des conditions nécessaires à leur développement au niveau de leur qualité de vie. Monsieur Corbeil, merci. Je viens de recevoir M. Daniel Corbeil, le candidat du Parti québécois dans le comté de Labelle aux élections du 3 octobre. Ici Daniel Drolet, je vous invite à suivre les autres entrevues que je vais faire et à nous suivre à tvcl.ca. Dans le cadre de la campagne électorale au Québec, TVCL a invité les candidats des 5 principaux partis à passer en entrevue. 4 d'entre eux ont accepté. Je reçois aujourd'hui Mme Annie Bélizaire du Parti libéral du Québec. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci. Alors, premièrement, pourquoi vous voulez être député de Labelle à l'Assemblée nationale? Bien, première des choses, de par ma formation, je suis une économiste. Je suis spécialisée et en développement et en affaires internationales. J'ai une maîtrise en économie du développement et une maîtrise en études internationales. Dans mon travail actuel, à l'extérieur de la campagne à Exportation et Développement Canada, je suis une analyste de risque pays. Et je suis une analyste, je suis une économiste, je suis aussi une chercheure, mais j'ai réalisé que ce qui fait vraiment ma force, en dépit de mes connaissances et de mon expérience, c'est mon cœur. Je suis une personne qui a beaucoup d'empathie, qui aime écouter, qui est très attentive, qui aime être au service. Moi, aujourd'hui, je me sens un peu comme une militaire qui se met au service d'un pays. Aujourd'hui, je suis comme une militaire qui se met au service de Labelle. Pourquoi Labelle? Bien, Labelle, première des choses, je dois dire que, en tout premier lieu, j'ai d'excellents souvenirs de vacances dans la région de Labelle. Il est vrai, je ne suis pas de la région de Labelle, je suis née à la ville de Québec. Toutefois, lorsque j'ai fait mes recherches sur toute la région du Québec, j'ai aussi noté qu'à Labelle, la nature est extraordinaire. Il y a un énorme potentiel dans Labelle, mais aussi il y a des enjeux liés au développement. Et je suis une spécialiste du développement et j'ai senti qu'il y avait comme une belle concordance entre mes compétences, ma formation, mon expérience et les enjeux de Labelle. Qu'est-ce qui ferait que vous seriez une bonne députée? Bien, comme je le disais, être une bonne députée en tout premier lieu, c'est être à l'écoute. Être à l'écoute des gens. Moi, je suis une personne, comme je l'ai dit, je suis empathique. Je suis capable de me mettre mes pieds dans les bottes, dans les souliers des autres et sentir ce qu'ils vivent. C'est pas seulement être dans les bureaux, être à l'Assemblée nationale, c'est être sur le terrain et vraiment poser des questions aux gens et écouter ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils voudraient que j'aille défendre pour eux à l'Assemblée nationale à Québec? Et en plus de ça, bien, écoutez, comme je l'ai dit, je suis une spécialiste du développement, je suis une spécialiste des affaires internationales. J'ai la capacité de repérer tous les enjeux liés au développement, mais aussi tous les potentiels économiques de la région. En fait, j'étais justement pour vous poser la question, pourquoi le fait d'avoir un background à l'international vous rend apte à être une bonne députée pour la région, ici une région qui est quand même pas un autre pays, là. Bon, bien, de toute façon, écoutez, chaque région dans un pays, dans une nation, dans une province, a ses, si on peut dire, ses caractéristiques, je dirais, ses avantages. Donc, moi, en tant qu'économiste spécialisée dans les affaires internationales, à mesure que je découvre la région, je suis capable de voir son potentiel par rapport au tourisme notamment. Définitivement, en tant qu'économiste en affaires internationales, j'aurai la possibilité de contribuer encore plus à faire rayonner la région à ce niveau-là. Parlons un peu du Parti libéral. Pourquoi vous avez choisi de vous impliquer ou de vous associer au Parti libéral du Québec? Eh bien, écoutez, il est vrai que les partis offrent de belles choses, hein? Beaucoup de belles idées de part et d'autre. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'au Parti libéral, il y a une chose qui m'a beaucoup interpellée, et on parle, par exemple, de justice sociale. Faire en sorte que tous les jeunes, peu importe leurs origines sociales, peu importe leurs origines ethniques, peu importe leurs origines socio-économiques, sont capables de démarrer leur vie du même pied et d'avoir tous la possibilité de développer leur plein potentiel. Aussi, on parle du... Mais pourquoi le Parti libéral serait apte à faire ça plus qu'un autre parti? Pourquoi le parti? Première des choses, parce que ça fait partie des valeurs du Parti libéral, parce que ça fait partie des valeurs de ceux
qui présentement dirige le Parti libéral. Et aussi, je voulais mentionner le respect des générations futures. Les mesures qu'on veut prendre à l'intérieur du parti dans le cadre de la plateforme, c'est des mesures qui veulent respecter d'une certaine façon le bien-être des générations futures. Moi, j'ai 2 enfants. J'ai un enfant de 2 ans, une petite fille de 2 ans, une petite fille de 4 ans. Pour moi, c'est important de savoir que tout ce qui va être entrepris, si toutefois le Parti libéral est au pouvoir, que ces mesures-là permettraient que leur avenir ne soit pas compromis. Le Parti libéral semble avoir eu de la misère depuis quelques années à attirer le vote francophone et le vote en région. Pourquoi? Bon, la raison à ça, c'est sûr que peut-être les derniers mois, peut-être même les dernières années, il y a eu des changements à l'intérieur du parti et ça arrive généralement dans bien des partis. Pourquoi il y a eu des difficultés? Bon, peut-être que les membres des différentes régions ne se sentaient pas nécessairement, ne se reconnaissaient pas à l'époque avec les gens qui faisaient partie du parti. Mais, bon, moi, je dois dire, moi, personnellement, d'une certaine façon, je vis en région. Je vis dans la région de Gatineau et je me suis très bien sentie interpellée par le Parti libéral. Oui, vous-même, mais la réalité, c'est qu'il y a très peu de députés récemment dans les autres régions. Pourquoi vous pensez? OK. Bon, ben, OK. Peut-être aussi, on pourrait dire aussi le fait que, bon, si on parle des femmes, par exemple, on peut parler des femmes. Se lancer en politique, et pour une femme et pour un homme, ça s'avère quand même une grosse décision. Pour quelqu'un qui a une famille, des enfants, pour quelqu'un qui a une carrière, comme moi, j'ai une carrière stable à Exportation Développement Canada, donc c'était quand même un choix difficile à faire de dire est-ce que je fais le saut ou pas. Et je présume qu'en région et n'importe où au Québec, c'est une grosse décision de se lancer en politique. Alors moi, pour moi, ce serait une des explications. Et voilà. Parfait. Parlons maintenant des enjeux. Oui. Je vais vous demander quel est, selon vous, le plus important enjeu, premièrement au niveau national, puis ensuite au niveau régional? Écoutez, moi, je vous dirais un enjeu très important présentement, un des plus importants, on peut dire qui freine le développement économique du Québec, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Et c'est aussi un enjeu régional. Et je peux dire que une des raisons qui contribuent à ça, c'est probablement l'écart entre la population qui est vieillissante dans la région et les jeunes qui ne restent pas, qui vont se faire former dans les grands centres et qui ne reviennent pas. Et donc, comment concrètement dans la région ici, parce qu'évidemment, c'est un enjeu local, comment vous, comme député, vous adresseriez à ça? Bien, écoutez, il y a 2 choses. Première des choses, c'est que à travers le Parti libéral, nous, ce qu'on veut, c'est de ramener sur le marché du travail des travailleurs expérimentés, parfois des travailleurs qui seraient prêts à aller à la retraite en leur offrant des incitatifs. Donc ça, c'est une chose. Deuxième des choses, c'est aussi compter d'une certaine manière sur l'immigration, l'immigration expérimentée, qui viendrait, oui, à la rescousse de la région, et même de toutes les régions du Québec qui sont en manque de main-d'œuvre. Comment faire en sorte que les immigrants viendraient s'installer ici et ensuite resteraient? Bon, c'est sûr que, écoutez, si vous me permettez, je vais parler un petit peu de mon histoire personnelle. Moi, mon père est haïtien. Il a travaillé pour l'UNESCO en Afrique et dans les années 60, il est venu s'installer à Québec, à la ville de Québec. Il travaillait comme professeur à Thetford Mines. C'est sûr que lorsqu'on est un nouvel immigrant dans un pays, dans un pays ou dans une province, il faut se sentir accueilli. Il faut qu'il y ait des mesures mises en place pour sentir qu'on s'intègre à la communauté, mais aussi il y a un effort de la part des immigrants à découvrir l'histoire de la région où ils habitent, à découvrir la culture, à avoir une curiosité à s'intégrer. Donc, c'est le travail et de la population qui accueille, mais aussi de la personne qui arrive de faire ses devoirs. C'est aussi de démontrer son respect envers la terre d'accueil. Est-ce que les gens d'ici sont prêts à recevoir des immigrants? Bien, moi, je croirais que oui. Parce qu'au Québec, l'immigration, c'est comme on le dit bien, au Québec, on n'est pas des gens racistes.
L'immigration, c'est quelque chose qu'on le sait très bien dans les années à venir, qui va être très important avec notre population qui est vieillissante. On en a besoin. Je pense que c'est compris par les Québécois. Donc oui, je pense qu'on est prêt au Québec à accueillir des immigrants et à la belle aussi. Parfait. Parlons du domaine de la santé. Oui. 3 partis ont été au pouvoir depuis à peu près une dizaine d'années. Le PQ, le Parti libéral et la CAQ. Oui. On ne réussit pas à avoir un médecin de famille. On a toujours des problèmes dans le système de la santé. Pourquoi, après plusieurs années et 3 différents partis au pouvoir, on n'arrive pas à résoudre ce problème-là? Bon, eh bien, première des choses, je crois qu'en lien à ça, je pourrais dire qu'il y a peut-être dû au fait que peut-être qu'il manque un peu d'assouplissement au niveau des procédures à l'immigration. Peut-être aussi qu'il manque un peu d'assouplissement au niveau du Collège des médecins de Québec pour permettre d'intégrer des médecins venant de l'étranger. Donc, moi, c'est ce que je verrais, oui. OK. Et puisque vous êtes candidate, vous voyagez dans la région, vous êtes certainement en mesure de constater l'état des routes. Oui. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à réparer ou entretenir les routes qu'on a? Bon, ça, c'est une question à poser aussi au parti qui est présentement au pouvoir. Oui, mais les trois grands partis là, ont été au pouvoir depuis une dizaine d'années, puis ce n'est pas quelque chose de nouveau. Bien, écoutez, j'ai peut-être pas une réponse claire et précise à vous donner à cette question-là, mais moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que justement, je suis une spécialiste du développement. Et dans le développement, l'entretien, la remise en forme de route, ça fait partie d'un plan de développement. Parfait. Vous avez parlé du tourisme. Oui. Donc, selon vous, est-ce qu'il y en a trop dans la région ici? Moi, je ne penserais pas qu'il y a trop de tourisme. Moi, je pense que c'est peut-être même quelque chose qui pourrait continuer à être développé dans la région. Et justement, parce que par rapport au tourisme, on parle de l'emploi, de pénurie de main-d'œuvre. C'est réellement un enjeu, la pénurie de main-d'œuvre, mais aussi l'enjeu du logement. Parce qu'il y a des endroits, comme j'ai vu ici à Tremblant, à Mont-Tremblant, il y a des gens qui seraient prêts à travailler, mais qui ne trouvent pas de logement abordable. Donc, oui. On le sait, mais comment le résoudre? Le problème de logement abordable? Oui. Bon, par exemple, par la construction de logements sociaux. La question du logement abordable, une des causes de ça, par exemple, ici dans les Laurentides, il y a beaucoup de gens qui ont des résidences secondaires, mais qui ne sont pas des résidents de la zone. Généralement, c'est des gens qui arrivent de Montréal ou d'ailleurs. Les résidences coûtent assez cher et ça contribue à faire augmenter la valeur du logement dans la région. Donc, définitivement, avec un parti libéral, on s'engagerait dans des logements sociaux pour permettre à plus de personnes d'avoir accès à des logements plus abordables. Le Parti libéral propose une charte des régions. Donc, on dit que vous voulez miser de manière durable et inclusive sur le potentiel de chaque région. Comment cette charte des régions-là se traduirait concrètement dans un apport de développement dans les régions du Québec? Bon, bien écoutez, première des choses, ici, la charte des régions, ce qu'on veut dire par là, c'est la décentralisation. Ce qu'on veut dire, c'est que on a compris au Parti libéral que tout ne peut plus être centralisé. On comprend que chaque région est capable elle-même de sentir, de comprendre ses enjeux, ses réalités. Et ça devrait être les régions qui, elles-mêmes, trouvent les solutions faites sur mesure pour elles, pour ces réalités. Donc, c'est pour ça qu'ici, au Parti libéral, on veut donner plus de pouvoir aux régions. Plus de pouvoir aux régions? Et donc... de fonctionner d'égal à égal avec les régions. Mais quelle sorte de structure on envisage? Comment est-ce que ça pourrait se traduire un peu dans du concret, là, dans du réel? Bon, alors il pourrait peut-être avoir des ministères régionaux pour les régions, mais là-dessus, je ne m'avancerai pas plus. Parfait. Merci. Donc, je voulais aussi vous poser une question sur le coût de la vie. Oui. OK, donc, c'est une question qui préoccupe tout le monde. Quelles sont les idées du Parti libéral sur le coût de la vie? Rapidement. Rapidement, bien. OK. En tout premier lieu, notre plateforme a 3 buts. En particulier, c'est famille, santé, éducation. Maintenant, pour le coût de la vie, première des choses qu'on veut, c'est abaisser les impôts sur la classe moyenne. On veut enlever la TVQ sur les produits de première nécessité. On veut donner 215 $ aux familles pour l'achat de fournitures scolaires en début d'année. On veut aussi donner
2 000 $ aux aînés de 70 ans et plus pour s'assurer qu'ils puissent rester le plus longtemps que possible chez eux et recevoir leurs soins au lieu de parfois être délocalisés dans des résidences ou dans des CHSLD. En moyenne, on compte à peu près 5 000 $ que les Québécois, les familles québécoises, 2 adultes et 2 enfants pourraient recevoir dans leur poche. Parfait. Merci. Bien, je vous remercie, Mme Bélisère. Je viens de recevoir Mme Annie Bélisère, qui est la candidate du Parti libéral du Québec dans le comté de Labelle aux élections du 3 octobre. Ici, Daniel Drolet. Je vous invite à écouter les entrevues avec les autres candidats et à nous suivre sur tvcl.ca. Dans le cadre de la campagne électorale au Québec, TVCL a invité les candidats des 5 principaux partis à passer en entrevue. Nous recevons aujourd'hui Mme Chantal Janotte, qui est la candidate de la Coalition Avenir Québec aux élections du 3 octobre. Bienvenue, Mme Janotte. Bonjour, M. Drolet. Bonjour à tous vos téléspectateurs. Merci de m'avoir invité. Donc, pourquoi vous voulez être réélue comme députée de Labelle? Vous êtes la députée sortante. C'est une très, très bonne question. D'abord, pour 2 raisons. D'abord, parce que je suis très, très fière du bilan que nous avons fait au cours des 4 dernières années. En plus d'avoir géré une pandémie qui a quand même duré 2 ans, il y a des dossiers structurants pour notre économie qu'on a réussi à livrer. À titre d'exemple, Internet, c'est formidable ce qu'on a fait. On s'était commis pour brancher l'ensemble des citoyens et c'est fait. Un autre exemple concret, l'élargissement de la route 117, ça faisait des décennies que les acteurs locaux, les gens le demandaient parce qu'il y avait des décès à chaque année. Donc, on s'est commis, on le fait, ça a été annoncé et les travaux commencent à l'automne. C'est un 2e exemple. Un 3e exemple, les garderies. On sait à quel point nos jeunes familles ont besoin des garderies. Politiquement, nous avions une décision à prendre. Nous avons décidé de continuer de déployer le réseau. Nous l'avons fait. Donc, ce sont des exemples comme ça qui m'invitent qui sont pour moi des exemples concrets qui démontrent qu'on est une équipe forte, on est capable de livrer des résultats, mais il y a tellement encore de travail à faire. C'est ma 2e raison pourquoi je veux continuer. Fort de ce bilan, il faut continuer le travail. Les défis sont grands. On le sait, tous les gens font face à une pénurie de la main-d'œuvre, font face à l'inflation, font face à un système de santé qui doit être revu. Et moi, je me sentais d'attaque et je suis convaincue que nous avons la meilleure équipe et le meilleur chef pour pouvoir livrer les résultats encore concrets comme ça. Parfait. Bon, on va revenir un petit peu plus tard sur ces détails-là, mais question pour vous, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous comme député au cours des 4 dernières années? C'est une bonne question. C'est certain que ça a été l'inconnu, la pandémie, parce que l'équipe, le fait d'être une députée gouvernementale, ça veut dire qu'on est au pouvoir. Ça, c'est le côté facilitant du travail, parce que je suis obligée de vous dire que lorsque les maires, les élus locaux ou les citoyens m'interpellent sur des enjeux, c'est assez facile. Je vais commencer par ça, le côté plus facilitant d'être une députée gouvernementale, parce que je parle à mes collègues ministres et c'est assez rapide, l'aide du côté du gouvernement pour faire aboutir les dossiers. Maintenant, la pandémie, qui l'aurait vu venir? Personne. Alors ça, pour moi, ça a été de l'inconnu, ça a été difficile parce qu'il y a eu des moments où c'est la santé publique qui décidait et puis le gouvernement, nous suivions ces décisions-là et puis des fois, la population ne comprenait pas toujours. Ça prenait un certain temps et puis il y avait un seul porte-parole. Il fallait que ce soit comme ça, mais d'avoir été coupé du terrain, ça a été très dur pour moi. J'aime aller à la rencontre des gens. Les gens me reconnaissent de plus en plus comme une députée de terrain. On me dit, Chantal, tu es partout sur le territoire. Ça a été dur pour moi. Je me suis ennuyée des gens. Parfait. Mais comment avez-vous, après 4 ans comme députée, réussi à concilier un peu le travail-famille, etc.? Ça ne doit pas être facile. Non. Puis juste pour revenir, on a continué le travail. Même si on faisait moins de terrain, on était en Teams, en Zoom, un peu comme tout le monde. Pour moi, le côté familial est plus facile, j'avoue, que des jeunes mamans. Moi, j'ai décidé de faire le saut en politique après avoir fait une première carrière, 27 ans, dans la fonction publique. Moi, je suis dans la cinquantaine. Mes garçons sont des jeunes adultes. Alors, pour moi, je peux me consacrer entièrement à cette nouvelle carrière pour moi. Parlons rapidement de la Coalition Avenir Québec. Un peu, bon,
pourquoi les électeurs devraient-ils continuer de faire confiance à la CAQ? Tellement une bonne question. Bien, d'abord, ce qui me vient à l'esprit, c'est sûr, c'est le chef, mais c'est aussi l'équipe. L'équipe que François Legault a été capable de réunir est extraordinaire. Sincèrement, moi, je suis politicologue de formation. J'ai fait 5 ans d'université en sciences politiques. J'ai étudié aussi en administration publique. La 42e législature, je pense que ça va être une de celles qui va marquer le Québec. C'était une de celles qui, selon moi, est la plus compétente. C'était pas des gens connus nécessairement, là. Les Christian Dubé de ce monde, Éric Girard. Bon, Mme Lebel était un peu plus connue parce qu'elle avait passé par la commission Charbonneau. Mme McCann n'était pas très, très connue non plus. Ce que je veux dire, c'est que François Legault a été capable d'aller chercher une équipe économique très forte et en même temps d'aller chercher des gens qui étaient nationalistes. Donc, c'est vraiment la CAQ, pour moi, la coalition, ça le dit, hein, Coalition Avenir Québec, ce sont des gens qui sont là pour les bonnes raisons, qui veulent faire atterrir des résultats concrets. Ça faisait plus de 40 ans qu'il y avait l'échange entre les libéraux et les péquistes et qui, malheureusement, s'obstinaient souvent pour des enjeux tout à fait légitimes, mais je veux dire, on ne s'attardait peut-être pas assez aux résultats. Avec l'équipe de François Legault, nous, ce qu'on veut, c'est faire atterrir nos promesses. Et puis, franchement, là, c'est pas nous qui le disons, là, on a réalisé 80 de nos promesses. C'est quand même pas rien. Mais souvent, un deuxième mandat est plus difficile. Comment le Québec serait différent concrètement dans 4 ans? Supposément qu'il n'y a pas de pandémie, là, de nouvelles pandémies, mais dans 4 ans, avec un deuxième gouvernement, un deuxième mandat de la CAQ, comment concrètement est-ce que le Québec serait différent? Bien, d'abord, prenons l'exemple de la richesse. M. Legault le dit souvent, c'est mon obsession. Il veut se rapprocher de l'Ontario. Pourquoi? Parce que nous avons un écart considérable au niveau de la richesse entre le Québec et l'Ontario. Eh bien, dans le dernier mandat, il a réussi à diminuer cet écart de richesse de 3 Ça veut dire que notre économie est plus forte. Vous le voyez, en ce moment, l'économie va bien, pratiquement pas de chômage, l'économie est forte. Alors, je suis convaincue que cette obsession, comme il dit M. Legault, va se poursuivre encore. Et puis, on est des gens c'est un gouvernement responsable, c'est un gouvernement qui est prudent aussi. Et les enjeux qui s'en viennent sont fort importants. Écoutez, on va sûrement tomber en récession l'année prochaine, c'est pas moi qui le dis, ce sont des experts. L'inflation, la pénurie de logements, la pénurie de main-d'œuvre, ce sont des grands enjeux et c'est important d'avoir des gens compétents, des gens sérieux, puis des gens qui ont fait leur preuve. On l'a fait, notre preuve. Alors, je suis convaincue que pour les 4 prochaines années, c'est important de continuer le travail. Vous n'avez pas peur d'un petit essoufflement? Bien, écoutez, on est reconnu pour être des hyperactifs à la CAQ. On est des gens qui carburent au travail et à l'effort. Moi, j'ai 27 municipalités dans mon comté. Et puis, je ne sais pas, là, mais je suis une fille très énergique, non, pas du tout. Au contraire, ça me motive, moi. Plus il y a de travail, plus je suis motivée. Bon. Vous avez évoqué quelques enjeux auxquels on fait face, mais je voudrais vous demander de choisir un enjeu au niveau national puis un enjeu au niveau local. Je trouve oui, votre question est difficile, hein, parce qu'il faut toutes les mener de front. Cela dit, il y a eu un retard considérable au cours des dernières décennies sur l'enjeu de la santé, par exemple, parce que les gouvernements précédents n'investissaient pas assez. Donc, il y a vraiment un rattrapage à faire au niveau de nos infrastructures, que ce soit routière, que ce soit, j'ai dit la santé là, tout à l'heure, mais c'est vraiment, l'enjeu de la santé, là, c'est vraiment important. Puis le meilleur capitaine à bord pour faire tourner ce paquebot-là, hein, parce qu'on sait que c'est un paquebot, le domaine de la santé. Moi, je suis convaincue que c'est Christian Dubé. Le plan Dubé est extraordinaire parce que c'est un plan qui va nous amener à plus de performance, plus de compétences dans notre système de santé, un système de santé qui va être plus humain, puis un système de santé qui va être décentralisé aussi pour nos régions. Fait que la deuxième angle de votre question, c'était au niveau local. Là-dessus, j'irais plus sur... Moi, je suis beaucoup interpellée par l'environnement. Les lacs, nos rivières, l'eau. Et puis, je travaille avec, par exemple, les associations de lacs. On a des enjeux avec le myriophylle AIP, le phosphore, etc. Quand j'ai entendu mon premier ministre dire qu'on avait un fonds bleu de 650 millions de dollars pour faire face à ces enjeux-là, j'ai fait « wow ». Encore une fois, un exemple concret de ce que je vais vouloir m'attaquer dans la région, plus concrètement, là, au niveau des lacs et des rivières. Ça va être formidable d'avoir cet outil-là.
Vous avez évoqué le niveau de la notion de la santé. Depuis une dizaine d'années, on a eu 3 différents partis au pouvoir, le PQ, le Parti libéral et 4 ans de la CAQ. Pourquoi est-ce que ce n'est pas réglé, ces affaires-là de santé jusqu'à date? Je veux dire, on en parle, tout le monde en parle, on semble incapable de le régler. Pourquoi? Ce qui me vient à l'esprit tout de suite, là, écoutez, pour faire un changement au niveau de la santé, ça prend des projets de loi. Il faut les passer en commission parlementaire. Fait que la première des choses, les gens s'imaginent que les changements peuvent arriver rapidement. C'est pas vrai. Et ça ne peut pas, à l'intérieur d'un mandat, de changer un système de santé qui a besoin d'être changé. Ça fait 30 ans. Puis là, nous, on aurait réussi à faire ça en 4 ans, quand en plus, on a géré une pandémie qui a duré 2 ans. Vous conviendrez avec moi que c'est impossible. Fait que pourquoi ça prend autant de temps? Parce que ça prend, faut légiférer. Je vous donne des exemples concrets. Oui, parce que n'oubliez pas qu'il y a des gens, pendant tout ce temps-là, qui attendent pour un médecin ou qui attendent pour des services. Et ça, vous dites que ça va prendre du temps, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps. Vous avez raison. Et ça va nous chercher parce que nous aussi, on voudrait que ça aille plus vite. Mais je vais vous donner des exemples concrets. On s'est rendu compte pendant la pandémie qu'on était encore à l'étape des fax. C'est pas drôle, là. On est encore en train de faxer. Qu'est-ce qu'a fait M. Legault? Il a mis un ministère de l'informatique sous Éric Kerr. C'est pas rien, là. Il faut toutes ces données-là, il faut rentrer l'informatique dans notre système. Un autre exemple concret, les plateformes. On veut mettre sur pied Santé Québec, Votre Santé. Les gens, pour diminuer l'égorgement qu'il y a dans les urgences, les gens vont aller sur cette plateforme-là et vont avoir accès à un professionnel de la santé. Mais ça prend du temps à mettre ça sur pied. Mon Dieu, un autre exemple concret, eh bien, les données, nos PDG des CIS et des CIUS n'ont même pas accès à plusieurs données de nos médecins. Alors, c'est pas normal, là. Il faut donner accès. Pour ça, il faut passer des projets de loi en commission parlementaire de manière à ce que le gouvernement, les décideurs puissent avoir accès à de l'information. Ça semble complexe comme ça, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas changer un système de santé en un seul mandat. C'est impossible. Surtout quand, je le répète, on a géré une pandémie qui a duré plus de 2 ans. Et ça, la pandémie, tout le monde en a souffert. Et voilà. Pour changer de registre, pourquoi est-ce que la 15 et la 117 sont toujours en si mauvaises conditions, entre autres dans les routes, là, mais... C'est une bonne question. Encore là, je vous dirais que le sous-financement des gouvernements précédents ne nous aide pas. Vous en conviendrez avec nous. C'était un autre contexte à leur décharge. Ils allaient vers l'austérité, mais peut-être qu'ils ont tiré l'élastique un peu trop fort de ce côté-là. Vous me permettrez cela. Alors, pour répondre à votre question, l'autre enjeu, la 15 et la 117, c'est dans les Laurentides. Avez-vous remarqué que les Laurentides, c'est partout le retard? Vous savez, on avait 2 partis politiques qui se faisaient l'alternance. Hein? Alors, ça se pourrait-tu que les libéraux se disaient, bon, on n'aura jamais les Laurentides parce que c'est péquiste. Fait qu'ils ne s'en occupaient pas. Puis de l'autre côté, quand c'était les péquistes, bien, ils n'ont pas été ben souvent au pouvoir, puis ils ne pouvaient pas régler les problèmes. Ce n'est pas que politique, bien sûr, mais écoutez, le retard est flagrant. Ça saute aux yeux et notre gouvernement l'a admis. Et puis, on va ramener ce retard-là on est là-dedans. Là. On est en train... Écoutez, juste dans mon mandat à moi, là, on a doublé les budgets en voirie locale. C'est 66 millions de dollars que j'ai mis dans mon comté au niveau des routes, ne serait-ce que cet exemple-là. Oui. Est-ce que c'est assez? C'est pas assez, puis on va continuer le travail. Mais permettez-moi de vous dire que c'est la première fois qu'un gouvernement règle le dossier de la 117 aussi. Là. Ça va démarrer cet automne. Ça faisait combien d'années que les gens réclamaient ça? Il y avait des décès chaque année. Écoutez, on ne peut pas aller plus vite non plus que on fait des appels d'offres. Donc, il y a quand même un côté administratif à faire. Pour répondre à votre question, non, c'est pas assez. Il faut continuer, puis on va continuer. Pénurie de main-d'œuvre, il y en a. Comment régler ça? C'est mondial. Hein? On s'entend, la première des choses, c'est mondial. J'entends des amis qui arrivent d'Europe, c'est partout. Comment on va régler ça? C'est multifactoriel. On a encore là un formidable ministre, M. Jean Boulet, ministre du Travail et de l'Immigration. Alors, on a ce qu'il faut. On a mis plus de 3 milliards de dollars dans un plan qui couvre plusieurs mesures. Par exemple, il faut s'attaquer à la productivité de nos entreprises. On ne peut plus faire les choses de la même façon. Il n'y en a pas de bras. Il n'y en a pas. Fait que faut robotiser, il faut rentrer l'intelligence artificielle, il faut rentrer plus de machinerie. Ça, c'est un exemple.
il faut former les gens, requalifier les gens. Prenons l'exemple de la santé. Nous allons former 5000 professionnels de la santé. Nous allons former 600 nouveaux médecins. C'est un autre exemple. Il faut aller vers les secteurs en demande. Alors, construction, santé, technologie de l'information, génie civil, ce sont tous des secteurs d'activité qui sont en demande. Le gouvernement s'est commis. Nous allons former des gens, nous allons requalifier les gens. Ce sont des exemples des 88 mesures du plan de mon collègue Jean Boulet et j'en suis très, très fière. Bien sûr, l'immigration en fait partie, mais ce n'est pas une panacée. On aurait bien aimé parler d'immigration, mais c'est tout le temps qu'on a. Alors, je viens de recevoir Mme Chantal Janotte, qui est la députée sortante et candidate de la Coalition Avenir Québec dans les élections du 3 octobre pour le comté de Labelle. Je vous remercie. Je vous invite à regarder tous les autres entrevues avec les candidats et à nous suivre sur tvcl.ca. Dans le cadre de la campagne électorale au Québec, TVCL a invité les candidats des 5 principaux partis dans la circonscription de Labelle à passer en entrevue. 4 d'entre eux ont accepté. Nous recevons aujourd'hui Mme Jasmine Roy, qui est la candidate de Québec solidaire aux élections du 3 octobre. Alors, bonjour, Mme Roy. Bonjour. Alors, bienvenue. Je vous invite à vous présenter. Qui est Jasmine Roy? Bon, je viens du comté de Labelle, donc je suis née à Lac-des-Écorces, tout près de Mont-Laurier. Je suis enseignante à la polyvalente de Mont-Laurier. J'enseigne l'éthique et culture religieuse et puis l'histoire. Et puis, pourquoi vous voulez être députée? Une très bonne question. En fait, comme vous le savez, là, il y avait un autre candidat à Québec solidaire qui s'est retiré là, quelques temps après avant le début de la campagne. Puis, on m'a demandé là, de me présenter. Sur le coup, je me suis pas dit j'ai envie d'être députée. Je me suis plus dit, en tant qu'enseignante qui essaie de pousser là, ces jeunes à s'impliquer politiquement, je me vois pas refuser là, ce beau défi-là. C'est sûr que je me dis, bon, si je l'emporte, je vais devenir députée, effectivement. Je vois ça un peu comme un gros défi, mais la raison là, qui me pousse à continuer ma campagne, c'est vraiment là, pour soutenir les gens de la région, pour porter la voix là, des gens de Labelle à Québec. Puis qu'est-ce qui ferait de vous une bonne députée? Je pense que ça serait mon écoute, d'abord. Donc, j'essaie pas d'imposer mes idées aux autres. Je veux surtout entendre là, les gens d'ici sur ce qui les préoccupe, c'est quoi les enjeux qui sont importants pour eux, puis d'ensuite porter leur idée là, plus loin. Dans votre cheminement de vie, quelles expériences ou valeurs ou background avez-vous qui seraient utiles à un député de Labelle? Bon, donc j'ai fait là, de la politique plus au niveau scolaire. J'ai été au cégep de Mont-Laurier, j'ai été dans l'association étudiante, j'ai été secrétaire, vice-présidente et puis présidente. Ensuite, à l'université, j'étais représentante de classe là, pendant 4 ans. Donc, j'ai toujours un peu baigné dans la politique scolaire. Puis, sinon, juste un intérêt général là, pour la politique. J'ai noté avec intérêt que vous enseignez l'histoire et l'éthique. Oui. C'est ça à l'école secondaire? Oui. Je me demande quelle sorte de leçons d'histoire ou d'éthique vous auriez à donner au monde politique? C'est une bonne question, ça. De leçons. Bien, c'est sûr, j'ai pas étudié en enseignement de l'éthique et culture religieuse, mais depuis l'an passé, je l'enseigne. Puis j'apprends beaucoup de choses. Puis ce que j'aime apprendre à mes élèves, là, c'est beaucoup la tolérance des autres, d'être ouvert aux autres, d'apprendre à se connaître, de s'écouter, de se respecter. Donc, je trouve que ça enseigne de très belles valeurs. Puis si c'était enseigné là, plus généralement à la population, ça serait que du positif. Est-ce que vous verriez enseigner ça comme cours aux députés à l'Assemblée nationale? Puis il y en a peut-être certains qui en auraient besoin. Parlons un peu du Parti Québec Oui. solidaire. Pourquoi vous avez choisi de militer auprès de Québec solidaire? Oui. Bien, on dirait que pour moi, il n'y a pas de choix là, qui s'impose. Ça a toujours été Québec solidaire pour moi. C'est évident, les valeurs environnementales, les valeurs qui misent sur l'égalité, donc d'avoir moins d'inégalités dans la société, beaucoup d'entraide, de communauté. Je trouve que c'est des valeurs qui sont positives puis qu'on a besoin. Québec solidaire prône une nouvelle politique, de faire la politique autrement. Je pense que je représente bien cette nouvelle politique-là en étant jeune, en étant enseignante,
Je suis pas l'habituel politicien en cravate. Donc, c'est ça. C'est toujours venu me chercher. Si vous aviez à convaincre quelqu'un de voter pour Québec solidaire, quel serait le meilleur argument que vous pourriez... Le meilleur argument que vous pourriez utiliser? Juste en choisir un. C'est difficile, mais c'est sûr, l'environnement, pour moi, c'est très, très, très important. Je pense que c'est le seul parti là, qui en fait là, son cheval de bataille, l'environnement. Donc, si vous avez là, à cœur les valeurs environnementales, l'avenir de notre planète, c'est Québec solidaire, c'est certain. Mais concrètement, qu'est-ce que Québec solidaire pourrait faire sur un plan environnemental? Bien, il y a plein de choses là, qui ont Non, mais proposé. sérieusement, si on avait un gouvernement de Québec solidaire, 4 ans plus tard, qu'est-ce qui serait différent concrètement dans nos vies? Bon, bien, c'est certain là, qu'on aurait le plus d'investissements pour avoir des véhicules qui sont électriques. Il y aurait aussi, moins misé sur le développement de nouvelles routes, mais plutôt de transport en commun. C'est sûr, dans une région comme la nôtre, on se demande comment le transport en commun peut être applicable. Ils ont parlé là, de miser sur un transport qui est peut-être plus par train ou de développer un transport en commun en région là, avec que ce soit des navettes ou des autobus peut-être plus adaptés à la région. Donc, je pense qu'ici, ça pourrait être très utile là, de relier chaque petit village avec un transport en commun. Le Québec solidaire est aussi un parti indépendantiste. Oui. À quel point c'est important pour vous, cette notion-là d'indépendance du Québec? Bien, c'est important. Par contre, comme Québec solidaire, je crois qu'il faut partir sur des bonnes bases. Donc, c'est peut-être pas la priorité numéro 1, l'indépendance du Québec, mais si on place des bonnes bases, qu'on a une bonne sécurité économique, c'est gagnant pour le Québec, là, l'indépendance, surtout aussi d'un point de vue environnemental, quand on voit que le fédéral fait d'autres choix là, pour l'environnement qui nous affectent énormément. Donc, je crois en l'indépendance du Québec, mais en partant du bon pied. Parfait. Parlons maintenant un peu des enjeux dans la campagne. Quel est, selon vous, le plus important enjeu au niveau national? La crise du logement. OK. Je pense que c'est un enjeu qui est important là, au national, mais aussi là, dans la région. Parce que la deuxième question, c'est quoi le plus important enjeu au niveau local? Est-ce que vous direz la même chose? Oui. OK. Comment Québec solidaire, vous allez vous adresser à cette crise de logement? Oui. Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais le parti là, a promis 50 000 logements sociaux dans son premier mandat, partout à travers le Québec, et puis 10 000 maisons abordables avec de l'aide pour les premiers acheteurs de maisons. J'ai hâte de voir comment ça va être distribué, ces chiffres-là, par circonscription. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il y a pour notre région. C'est sûr que moi, je veux insister sur la région de la Belle. On est gravement touché par la crise de logement, donc je pense que c'est important. Chaque parti prend des engagements. Oui. Pour moi, c'est toujours intéressant ou important de savoir comment on entend les réaliser. Dans le cas du logement, comment on va concrètement arriver à implanter du logement dans la région ici? C'est une bonne question. C'est sûr, je suis nouvelle en politique, c'est mes débuts. Ça fait seulement 2 semaines que j'ai commencé. Je ne sais pas exactement concrètement comment ça va se réaliser dans la région. J'ai hâte d'en savoir plus, de savoir plus le plan de Québec solidaire. Puis, je pense que je ne peux pas vraiment répondre à concrètement comment ça va se faire, mais c'est sûr que j'ai à cœur que ça soit quelque chose qui se produise pour notre région. Je l'ai moi-même vécu, la crise du logement, là, quand je suis revenue en région l'an passé. C'est important, parlez-moi de ça. Oui. Qu'est-ce que vous avez vécu? Bien, j'ai vécu qu'il n'y avait absolument aucun logement là, de disponible. Il n'y en avait pas. Dès qu'il y en avait un là, sur le marché, il y avait une longue file d'attente. C'était assez incroyable. Puis les prix qui augmentaient sans cesse, là. Donc, moi, je vis toute seule. Ça a été difficile, mais je ne pouvais pas m'imaginer une famille là, avec plusieurs enfants réussir à trouver un logement dans la Belle. Ça devait être épouvantable. Comment vous avez réussi à vous trouver un endroit? Bien, avec de la chance, je pense. Là, j'ai eu de la chance. Je pense que de rester seule, que j'avais un bon emploi stable, ça a été des arguments pour me faire accepter avant d'autres personnes, mais je trouve que c'est quand même injuste de passer avant des gens qui ont peut-être moins une bonne sécurité d'emploi, qui n'ont pas, qui ont des enfants. Des fois, les propriétaires vont refuser les familles. Puis c'est
c'est vraiment injuste. Non, c'est quelque chose d'important que vous venez de soulever, que vous avez vous-même vécu, Oui, cette affaire-là. Oui. Parlons un peu de la santé, parce que c'est quand même quelque chose qui intéresse les gens. oui, absolument. Depuis 10 ans, le PQ, le Parti libéral et la CAQ ont été au pouvoir. Il n'y en a aucun qui a réussi à régler ce dossier-là. Oui. Pourquoi ça traîne, puis pourquoi ça serait différent avec Québec solidaire? Oui. Donc, c'est sûr, il y a un manque de main-d'œuvre incroyable là, dans les hôpitaux puis dans tous les autres centres de santé. Québec solidaire là, a proposé de bonifier le CLSC, donc d'ajouter des services, de désengorger les hôpitaux. Ils ont aussi là, eu l'engagement là, de bonifier le 811, donc qu'on pourrait appeler un numéro, avoir plus de services, savoir où est-ce qu'on s'en va, avoir un rendez-vous à la fin de notre appel. Et ils veulent miser aussi sur des soins à domicile pour les personnes âgées, donc garder l'autonomie le plus longtemps possible à la maison là, pour éviter là, que les personnes âgées se retrouvent dans des centres où personne ne peut être heureux vraiment. Là. Vous voulez aussi un soin dentaire, là. Oui, oui, parce que j'ai oublié ça. Hein? Mais non, mais ça, c'est quelque chose qui avait été, en fait, dans votre programme depuis un certain temps. Mais où trouver l'argent et en fait, tout pour le faire quand on a déjà autant de problèmes? Oui, c'est vrai. C'est une bonne question. C'est sûr, l'assurance dentaire, pour moi, j'y crois. Je trouve que c'est une priorité puis qu'il faut investir là-dedans. Vous savez, les dents, ça fait partie de la bouche. Notre bouche fait partie de notre corps. On a une assurance santé, pourquoi pas les dents? C'est un peu absurde d'exclure la bouche du reste de notre corps. Donc, puis quand on a un problème dentaire, vous le savez, ça coûte très, très cher. Donc, Québec solidaire va prioriser là, les soins dentaires, puis je pense que c'est une bonne idée. Vous êtes une candidate, vous parcourez certainement le comté sur les routes qu'on a. Oui. Il y a des routes qui ne sont pas en bonne condition. Oui. Pourquoi c'est pas réglé? Pourquoi c'est en si mauvaise condition? Puis qu'est-ce que Québec solidaire peut faire pour régler ça, pour rendre le transport plus facile? Oui. Vous savez, dans la circonscription, c'est le plus grand réseau routier de tout le Québec. Donc, la circonscription de la Belle a le plus de routes que partout ailleurs dans le Québec. Donc, c'est certain là, que c'est énormément d'investissements, énormément d'argent. Je pense qu'en étant candidate de Québec solidaire, ma priorité, ça serait de miser sur la sécurité sur les routes. Donc, de s'assurer que toutes les routes soient sécuritaires. Ça veut dire quoi, sécuritaire? Bon, bien, réparer, qu'on a des voies là, à des endroits doubles plutôt que simples, à des endroits qui sont plus dangereuses, mais miser plus sur le covoiturage, puis le transport en commun là, pour désengorger les routes. Parlant de transport en commun, est-ce que ce serait envisageable ou dans vos idées de faire, par exemple, un train entre, supposons, Tremblant et Montréal? Est-ce que ce serait quelque chose que Québec solidaire pourrait envisager? Ça serait un merveilleux projet. Je ne sais pas si c'est un projet qui sont là, dans leurs idées. C'est certain que d'avoir de l'accès rapide à la ville, ça serait merveilleux pour tout le monde. Je pense que c'est une très belle idée. Ça serait une bonne idée, ça. Quand on visite la page Facebook de Québec solidaire dans la Belle, on dit que Québec solidaire est le seul parti capable de faire une différence dans la lutte au changement climatique. Oui. Comment? Oui, bien, ils ont sorti un gros plan là, pour les changements climatiques, pour l'environnement. Bon, ça passe beaucoup là, avec les véhicules, là, je pense que vous le savez. Donc, on a parlé beaucoup d'électrification des véhicules, de taxer les véhicules ultra polluants. C'est sûr, ça fait beaucoup jaser, c'est des mesures drastiques. On parle aussi, là, il y a un bon volet, puis ça, je trouve que ça touche la région, c'est bénéfique pour la région, d'autonomie alimentaire. Donc, de viser à ce que les gens dans la région mangent la nourriture qui est produite ici, qui est cultivée ici. Ça serait gagnant pour les agriculteurs, on en a beaucoup. Puis, ça aurait un impact là, sur l'environnement, beaucoup moins de transport, des aliments beaucoup plus frais, donc pour la santé aussi. Donc, l'autonomie alimentaire fait partie du programme. Mais comment on réalise l'autonomie? C'est parce que c'est un peu le comment. On peut dire toutes sortes de choses, mais il faut pouvoir les réaliser. Alors, comment? Bon, bien, c'est sûr, là, c'est en instaurant des lois puis des règles sur la distribution alimentaire.
de ne pas faire sortir nos produits là, du Québec ou de la région. Ils veulent aussi, là, Québec solidaire veut aussi qu'il y ait 70 des aliments qui sont vendus dans les hôpitaux, dans les écoles, qui viennent de la localité. OK. Donc il y c'est aurait un vraiment barème. favoriser, oui, un barème pour favoriser l'achat local. Exactement. Donc c'est un bon commun. Oui. Parfait. En quelques mots, pourquoi on devrait voter pour vous? Pour plein de raisons. Si l'environnement vous tient à cœur, c'est sûr, il n'y a pas d'autre parti pour moi là, qui accote Québec solidaire sur les mesures de l'environnement. C'est aussi le parti là, qui parle le plus de la crise du logement. Donc ça aussi, c'est très important. Qui favorise le bien-être chez les aînés. Ça, il faut en parler, c'est essentiel. Donc, c'est des points là, que je trouve qui sont importants, qui sont portés par Québec solidaire davantage que les autres partis. Parfait. Je viens de recevoir Mme Jasmine Roy, qui est la candidate de Québec solidaire dans la Belle aux élections du 3 octobre prochain. Je vous invite à écouter les autres entrevues avec les autres candidats et à nous suivre sur tvcl.ca. Ici Daniel Drolet.